Bonjour à tous! Aujourd'hui, on reçoit Valentine d'Over6. Leur mission, aider les travailleurs étrangers à faire reconnaître leurs compétences en Australie et à s'intégrer sur le marché du travail. Concrètement, ils transforment un parcours souvent flou en une vraie stratégie. Donc si tu veux travailler en Australie mais que ton diplôme n'est pas reconnu, cet épisode risque vraiment de t'ouvrir les yeux. Merci Valentine d'être avec nous aujourd'hui. C'est un honneur, je suis trop contente. On va parler de plein de choses, mais avant tout, je te laisse te présenter de la façon dont tu le souhaites. Merci beaucoup Manon, j'avais trop hâte qu'on fasse cet épisode ensemble. Du coup, moi, c'est Valentine, cofondatrice de la société Over6, qu'on a créée, il y a maintenant 1 an de ça avec mon partenaire. Ça fait 4 ans actuellement qu'on vit en Australie, donc on a démarré par un PVT et donc l'idée nous est venue de notre propre expérience puisque mon copain, donc qui est aussi mon associé, a dû, lui-même, passer par la reconnaissance de compétences, pour pratiquer, légalement ici, exercer son métier d'électricien. Over6, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce que c'est? Voilà, donne-moi, explique-nous tout. Alors donc du coup, notre spécialité, nous, c'est, la reconnaissance de compétences et donc du coup d'accompagner les gens dans l'entièreté du processus. Donc ça peut être via un skill assessment, via un RPL ou via les 2 combinés selon les besoins, du candidat qui fait la demande. Ça vient du coup de notre propre expérience, qu'on a vécue nous aussi et on s'est rendu compte en fait, que peu de personnes savaient que ces options existaient, qui recommençaient une carrière, à zéro, en Australie, qui n'avaient pas conscience qu'ils pouvaient faire reconnaître, leurs compétences ou bien à la fin d'un PVT qui recommençaient tout avec un student visa, tout depuis le départ, alors que du coup, ils avaient déjà des qualifications, en France. Donc l'idée, elle venait vraiment de là. On s'est rendu compte que ça pouvait intéresser beaucoup de monde et avant officiellement du coup de démarrer Over6, on a déjà aidé pas mal de personnes et accompagné, des connaissances, en donnant des conseils, que ce soit du coup sur la reconnaissance de compétences ou même, ben, sur les questions de visa parce que forcément les 2 sont directement, liés, quoi. Et moi, tu vois, je vais pas, être, contre l'idée de reprendre des études en Australie puisque bien évidemment, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis agent d'éducation. Donc mon métier, c'est d'aider les jeunes qui souhaitent faire des études en Australie. Donc forcément, si on vient vers moi en me disant: «Bah, je veux étudier ça», je vais pas leur dire: «Non, non, non, Bien il sûr. faut pas étudier ça». Je vais leur proposer une école qui correspond à ce qu'ils ont envie. Mais en effet et moi-même, j'étais pas au courant, en effet, parfois, en fait, tu pas besoin de passer par un visa étudiant. Ou disons que alors, c'est sûr que des fois il y en a besoin parce qu'il y a pas les mêmes, régulations en Australie et en France. Mais disons que parfois on peut, simplement réduire si du coup il y a une reformation une formation à repasser, ce qu'on appelle ici le gap training et ben, en fait, on peut simplement réduire et donc du coup ça réduit forcément le temps que ça demande et le prix que ça coûte, forcément du coup. Comment on peut réduire? En fait, on dépose une demande, de RPL, donc ça consiste du coup à obtenir, un diplôme australien, une qualification. Un évaluateur va vérifier du coup, l'expérience du candidat en question pour voir s'il est bel et bien éligible à une reconnaissance de compétences et si par exemple, la personne estime qu'il va lui manquer certaines unités de compétences, c'est ce qu'on appelle en Australie, en fait, c'est des unités qui font partie de chaque diplôme. La personne peut simplement, sur une très courte formation, repasser ces unités de compétences. En général, nous, notre travail, c'est de s'assurer quand on travaille avec quelqu'un, dès le départ, que la personne, elle soit éligible, puisque du coup, il y a des critères d'éligibilité. Donc ça nous est, jusqu'à maintenant, ça nous est jamais arrivé. Mais forcément, en discutant avec les écoles, je sais que c'est une option possible ou aussi autre chose, mais que tu dois forcément connaître, c'est les credit transfer, où en fait, tu fais Mmh. ton transfert de crédit, sur les unités de compétences que tu as déjà acquis et puis du coup, s'il y a des unités manquantes, tu as juste à compléter celles-là, quoi, on va dire. Ça, c'est avantageux parce que, bah, en effet, du coup, tu réduis la durée de tes études et forcément, bah, tu réduis le coût. Par contre, pour les personnes qui visent un post-study work visa, tu vois? Le visa, qui est, accordé enfin, pour lequel tu peux être éligible après avoir fait, des études, notamment des trade courses. Là, du coup, si tu réduis la durée des études et que tu n'es plus à 92 semaines consécutives, parce que pour pouvoir demander le post-study work visa, il faut que tu aies fait 92 semaines consécutives. Et du coup, tu peux être pénalisé en ce sens, on est d'accord? Oui, 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 exactement. Donc c'est vrai, c'est bon à savoir et puis c'est pas tout le monde qui le sait,
c'est pas quelque chose qu'on nous dit automatiquement, donc c'est quand même toujours bon à garder en tête. Et est-ce que tous les métiers sont éligibles au RPL? Je pense notamment, on va prendre mon cas concret, pour les personnes qui ne me suivent pas. Moi, du coup, là, je suis dans une démarche de, demander mon skills assessment en tant que marketing spécialiste pour pouvoir ensuite demander un visa permanent, le 190. Et donc, en fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, ça a été de, faire mon skills assessment. Donc en fait, c'est, tu nous expliqueras, tu me confirmeras, mais en gros, c'est une entité, un organisme australien, qui va vérifier donc mon bachelor en France. J'ai dû donner toutes mes expériences professionnelles que j'ai pu accumuler après mon bachelor, qui sont en relation avec le métier de marketing spécialiste. Bien évidemment, si j'étais caissière à Babou, ça les intéresse pas. Donc voilà, tous ces métiers-là et donc bien évidemment faire traduire tous ces diplômes, les relevés de notes, les ouais, les diplômes en eux-mêmes et cetera et là, j'attends depuis 8 semaines une réponse pour savoir si, oui ou non, à leurs yeux, je suis considérée comme marketing spécialiste et pour combien d'années. Et ensuite, donc je dois passer un examen d'anglais. Mon but, c'est, bah, d'atteindre le niveau le plus haut pour gagner des points et après je vais soumettre une expression of interest. Ça, c'est un peu le parcours par lesquels on passe et donc Valentine, elle nous aide. Donc moi, en l'occurrence, par exemple, en tant que marketing spécialiste, elle aurait pu m'aider à faire mon dossier, mais elle est vraiment spécialisée sur tout ce qui est les tradies. Hem Est-ce qu'en tant que marketing spécialiste, vu que j'ai déjà des diplômes, dans le marketing, est-ce que si j'avais voulu faire des études en Australie supplémentaires, j'aurais pu faire, un RPL pour dire de diminuer la durée de mes études? Ou est-ce que le RPL, c'est que pour certaines, industries? Alors, non, à ma connaissance, c'est pas uniquement pour certaines industries. En fait, de toute manière, c'est forcément via des écoles. Donc en fait, des écoles qui proposent des courses, sur tout au long de l'année, donc des écoles avec qui tu travailles, j'imagine, entre autres. Et donc en fait, l'idée, disons que du coup, c'est individuel à chacun puisque c'est du coup sur une étude de dossier. Déjà, c'est à toi de voir si c'est pertinent, puisque le RPL consiste à du coup avoir un certificat australien. Toi, tu as déjà tes diplômes. Le skill assessment, c'est une étape requise sur la partie visa. Donc du coup, c'est déjà à toi de voir si toi, ça te paraît pertinent ou si, par exemple, demain, tu décides de regarder les offres d'emploi, dans le marketing en Australie, de voir si effectivement, il y a un diplôme en particulier australien qui est requis et après du coup, si c'est le cas et que tu veux faire ta demande, du coup, ça, c'est souvent avec les écoles, qu'il faut voir en expliquant ton cas où du coup, bah, les personnes en question peuvent faire l'étude de dossier. Soit du coup dire que directement tu peux faire un RPL sans devoir repasser quoi que ce soit, uniquement sur étude de dossier et donc du coup ça te permet, d'obtenir, le certificat. Soit, donc du coup de repasser des cours, en présentiel. Après je dis en présentiel, mais je sais qu'il existe, plusieurs cours où tu peux aussi les faire, en distanciel. Donc disons que c'est un peu individuel à chacun et que ça va dépendre, des objectifs et de ce qui va être requis. Moi, j'ai souvent tendance à dire, pour essayer de raccourcir grossièrement les choses, que le RPL, c'est très important en termes d'emploi quand dans le métier en question, il y a une qualification qui est requise, donc du coup une qualification australienne qui répond aux standards, tandis que le skill assessment, ça va vraiment être pour le visa. C'est quelque chose qui a été créé pour les personnes, bah, pour les étrangers, pour les personnes offshore. Le RPL, même des Australiens peuvent passer un RPL si ils ont fait un métier pendant 3 ans, mais qu'ils sont pas allés jusqu'au bout de leurs études. En fait, c'est comme une sorte de VAE, en France. D'accord, j'allais y venir justement, j'allais te dire à quoi Ouais, tu peux comparer le VAE en France, donc plutôt au RPL, pas au skills assessment. c'est ça, voilà, le OK. skill assessment, ça va être uniquement dans le cadre d'une demande de skill visa, en tout cas dans le cadre d'une demande de visa où il faut un skill assessment. D'accord, c'est très clair. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir à l'histoire de Valentin, donc ton partenaire, Oui, dans la vie et partenaire business? Il était électricien en France, c'est ça? c'est ça. Et donc en fait, lui, son objectif, c'était donc de pouvoir, exercer son métier et d'être électricien en Australie et en fait, pour les personnes qui ne sont pas au courant, c'est pas parce que tu as un diplôme d'électricien en France que tu peux arriver en Australie et travailler en tant qu'électricien. Oui, oui, justement, électricien, je dirais que c'est quand même l'un des métiers, en tout cas dans les métiers tradies, où c'est assez complexe la reconnaissance de compétences parce qu'en fait, ces métiers-là, au même titre que plombier ou, les techniciens qui travaillent dans les clim, c'est des métiers, avec des licences en Australie. Donc il faut avoir un permis pour, exercer, légalement. Donc c'était pas gagné et c'est vrai qu'en fait, au tout départ, bon, bah, voilà, il est arrivé première année de PVT sans vraiment savoir qu'est-ce qui allait lui attendre
et en fait, c'est vrai que, on y pense, alors à la fois, il y en a qui pensent que directement, automatiquement, une compétence que tu as en France, ça peut se faire valoir ici sans rien faire, alors que ça marche pas comme ça, et il y en a d'autres qui se posent même pas la question parce qu'ils savent d'emblée, que les diplômes français ne sont pas reconnus ici. Donc du coup, au départ, il s'était pas vraiment posé la question, et c'est en obtenant un travail en tant que trade assistant dans l'ENEC que du coup, il a su qu'il pouvait, faire, le skills assessment, justement pour pouvoir travailler officiellement en tant qu'électricien et légalement, et donc du coup, ça apporte des avantages, à la fois du coup sur le visa, mais aussi en termes de salaire puisque du coup, c'est plus les mêmes salaires. Donc oui, clairement, ça a été un long parcours, mais disons que le jeu en vaut clairement la chandelle. Et toi, j'imagine que tu étais novice aussi dans tout ce monde-là de faire reconnaître les Complètement. acquis? Complètement, ben, moi j'ai fait, une école de marketing, donc du coup j'ai été spécialisée en marketing, donc comme toi. C'est le parcours que j'ai fait en France, et la première année où Valentin était en Australie, moi j'étais en stage justement à Bali en marketing, et puis voilà, je me suis rendu compte que je savais plus vraiment pourquoi je faisais ça. Je me suis rendu compte que c'était plus vraiment fait pour moi, et donc je suis arrivée en Australie sans trop savoir ce que j'allais faire. 1re, chose qui vient en tête comme tous les PVT, c'est faire les 88 jours de ferme et cetera. Et puis, beh, j'ai eu la chance directement de trouver un job en admin, donc en gestionnaire, dans une société minière. Donc c'était une société grandissante à l'époque, qui a, je pense, maintenant bien évolué, et donc c'est comme ça que j'ai pu mettre un premier pied dans, tout ce qui va être, le domaine administratif, et en l'occurrence, bah, c'est une grosse partie de notre travail maintenant de gérer de l'administratif, pour les dossiers de nos candidats. Donc voilà, c'est vraiment sur le tas qu'on a appris tout ça, et que forcément, à force de parler de visa, de skill assessment, et qu'ici entre copains français ou en tout cas qui ne sont pas australiens, c'est des sujets qu'on aborde beaucoup. À force d'en parler et d'accumuler des connaissances, on a fini par vraiment maîtriser, le sujet, par rapport à ça. Et oui, et au final, tu t'es prise de passion pour le sujet et du coup, vous C'est avez ça. décidé de lancer X, Oui, il y a ouais. une c'est compliqué de lancer une boîte en Australie? Non, honnêtement, je m'attendais à plus difficile que ça. Je dirais pas non plus que c'est plus simple qu'en France. On a souvent tendance à dire qu'en France, administrativement, c'est compliqué. Il faut savoir qu'en Australie, il existe des démarches administratives pour tout. Donc il faut quand même respecter, les procédures. Mais, pour lancer, en tout cas, son auto-entreprise, sa micro-entreprise, c'est assez rapide, du coup, d'obtenir son ABN, son Australian Business Number, et puis après ça dépend aussi du coup du type de structure, si c'est l'équivalent du coup d'une SARL et cetera, où là, bah, forcément c'est différent, mais on a trouvé ça assez clair, les infos, elles se trouvent hyper, facilement, et puis évidemment, tout conseil que je donne à quelqu'un qui veut se lancer, peu importe où, toujours être accompagné d'un expert, d'un comptable qui peut donner des conseils vraiment précieux. Ne pas croire que, en faisant tout seul et en voulant économiser de l'argent, ça nous aidera, parce que il y a des gens qui où c'est leur domaine de compétence de nous aider là-dedans, donc c'est vraiment important de de s'entourer de personnes, compétentes quoi, dans toutes ces démarches-là. Ouais. Tout à fait d'accord. Parce que tu vois, typiquement, quand on signe des contrats avec, des clients ou avec des partenaires, ben tu as tendance maintenant à vouloir, tout faire, tout seul, et surtout maintenant avec l'arrivée de l'IA, tu te dis: ben je peux tout trouver avec ChatGPT». Mais en vrai, il y a quand même des termes, des trucs, qui sont là pour te protéger et auxquels tu as pas conscience C'est ça. et pour lesquels tu as pas connaissance. Et en effet, se faire accompagner d'un juriste, d'un comptable, c'est primordial franchement pour lancer sa boîte. Si vous voulez lancer une boîte, pérenne et structurée, faites-vous accompagner quoi. Enfin, Ouais, c'est allez clair. voir des pros. Mmh. Au niveau de tu expliquais, ça dépend si tu choisis d'être une SARL ou, d'être, une, micro-entreprise. Est-ce que tu connais par exemple les pour donner un peu l'équivalent avec la France, est-ce que tu connais les seuils, de chiffre d'affaires maximum à ne pas dépasser si tu es une micro-entreprise en Australie? Alors, il me semble pas, en tout cas à ma connaissance, qu'il y en ait. Ce que je peux dire, c'est que à partir d'un certain chiffre d'affaires, c'est, plus intéressant du coup au lieu d'être en auto-entreprise, de devenir SARL, donc ici l'équivalent c'est Pty Ltd. C'est plus intéressant déjà au niveau des impôts, parce que du coup on est imposé en tant qu'entreprise, tandis que le seuil d'impôt, en auto-entreprise,
c'est le même que quand tu es salarié, du coup, un peu comme les freelances, quoi. Tandis que du coup, à partir d'un certain chiffre d'affaires, c'est quand même, c'est beaucoup plus safe du coup d'avoir la bonne structure, parce que ça apporte aussi du coup des garanties et des protections, qu'on n'a pas quand on est en auto-entreprise et je pense notamment aussi aux cotisations pour la retraite, au niveau du coup de ce qui doit être versé, aux impôts, de ce qu'on peut déduire sur les taxes. Par exemple, du coup de pouvoir inclure, je sais pas, j'ai une bêtise, mais si on travaille dans son propre logement, bah, de pouvoir avoir son logement payé par la société, tout ça, c'est des droits, hein, c'est pas des listes de procédures. Donc, c'est vrai que plus quand une entreprise elle grossit, à un moment, ça devient plus intéressant de se déclarer en SARL, quoi. PTY LTD, ça veut dire C'est Property ça. Limited. Ouais, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, est-ce que les cotisations, les charges et cetera changent en fonction du visa que tu possèdes? Alors, oui, PVT, donc Working Holiday Visa, on est taxé à 15 de 0 $ à 45 000 $ à l'année, brut. D'accord. Au-delà de 45 000 $, du coup, on va être taxé à 30. Après, ça peut monter à 32, 37, 44. Ça peut chiffrer très vite selon le salaire à l'année. Donc ça, c'est pour, les gens en working holiday visa, tandis que les citoyens et les résidents permanents, il n'y a pas de taxe de tes 0 à tes premiers 18 000 $ et c'est au-delà de 18 000 $ que tu es taxé, par contre directement à 30. Donc il n'y a pas ce seuil de 15. Donc c'est toujours intéressant de voir aussi dans quel sens on est gagnant et dans quel sens on est perdant du coup, par rapport à ça. Je me demande tellement comment ça fonctionne en France, tu vois? Je sais même pas. Je veux dire, je sais me concernant à combien je suis taxée, mais si tu as, je sais pas moi, des Australiens, les Australiens, ils peuvent venir faire un PVT en France, tu vois? Si eux, ils veulent Ouais, ouais, lancer ouais. une société, eux aussi, ils sont taxés différemment, avec leur visa, je sais pas. Eh ben, je sais pas du tout, mais franchement, si un Australien décide de lancer sa boîte en France, je lui souhaite bon courage. Je pense que toi qui es dedans, c'est pas voilà, en fait, même, au niveau de toutes les taxes, les charges, les obligations et cetera, on peut vite être, perdu. Moi, il y a jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, je comprenais toujours pas en quoi consistait l'URSSAF. Donc c'est vrai que voilà, ici, c'est quand même assez plutôt clair, disons, par rapport aux impôts et aux cotisations. C'est assez clair sur le papier ce pourquoi tu payes, les taux, du coup, les montants, les pourcentages d'impôts et puis, ce dans quoi, va ton argent. Il y a un truc qui est plutôt bien, je trouve, en Australie, c'est que sur la déclaration d'impôt, une fois que tu as fait ta déclaration d'impôt, donc, on appelle ici les tax returns, les tax back, du coup, tu as un récap de ce dans quoi est allé, ton argent. Voilà, dans quelle cotisation, donc, je trouve ça hyper bien parce que ça permet d'y voir beaucoup plus clair, quoi. C'est quand la période des tax returns? C'est quand que vous devez commencer à déclarer vos impôts? Alors, l'année fiscale ici commence du 1er juillet jusqu'au, 31 juin. Donc on a à partir du coup, après le 31 juin jusqu'à début octobre, je crois, pour faire les tax returns, donc du coup la déclaration d'impôt. D'accord. D'ailleurs, ça, c'est aussi un truc que, je trouve quand tu pars en Australie pour la première fois, c'est pas on n'en parle pas assez, quoi. Je Le Non. nombre de personnes que je connais qui n'ont jamais déclaré d'impôts en Australie, c'est impressionnant, quoi. Ouais, 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 je trouve qu'on n'en parle pas assez. Nous, c'est forcément, vu qu'on est dans une logique d'accompagnement chez Oversix, c'est des conseils qu'on se doit de donner parce que moi, le but, c'est quand même, d'être, voilà, d'expliquer, comment marchent les choses ici correctement, de pas donner des fausses informations parce que des fausses informations sur l'Australie qui circulent, il y en a beaucoup. Et donc du coup, c'est vrai que nous, c'est des choses qu'on explique, en permanence, même si ça va dépasser le cadre du skill assessment ou d'un RPL. Je trouve que c'est hyper important de l'expliquer parce que pour certaines personnes, c'est jamais clair. Alors oui, on peut aller regarder sur internet, on peut demander à ChatGPT, mais attention, ChatGPT se trompe, surtout sur des sujets importants comme ça. On peut, regarder des TikTok, mais voilà, typiquement sur le sujet des tax returns, je vois pas mal de pseudo, influenceurs créateurs de contenu sur l'Australie qui envoient soi-disant des agents fiscaux qui vont te permettre de récupérer de l'argent. Moi, j'essaye de mettre en garde les gens par rapport à ça parce que ça s'appelle de la fraude fiscale. Enfin, je veux dire, c'est pas un cadeau que l'Australie te fait à chaque fin d'année de récupérer, je ne sais quel montant. En fait, c'est simplement que si tu as trop, payé de taxes, tu seras remboursé et si tu as trop perçu, par contre, il faudra les payer, quoi. C'est le même principe,
qu'en France, quoi, une déclaration d'impôt. Donc il faut être hyper vigilant par rapport à ça et quand on décide d'être accompagné d'un agent, que ce soit tout type d'agent, mais là typiquement un agent fiscal, bah, être sûr que ce soit un agent, certifié et pas un faux agent, qui va déclarer, tout et n'importe quoi parce qu'au final après c'est ta responsabilité. Donc ouais, c'est hyper important. C'est vrai que là, on sort un peu du sujet, mais je trouvais que c'était Oui, important de mettre un point de qu'on en parle. Tu vois, je pense notamment aux petits jeunes qui ont jamais payé d'impôts en France parce que, bah, ils étaient c'est sur la ça. déclaration de l'impôt, parce qu'ils étaient étudiants et cetera, tu vois? Ils ont 18 ans, ils viennent de finir leur baccalauréat, ils partent en Australie. Ils sont là en mode: «Attends, mais j'ai jamais déclaré d'impôts en France. Qu'est-ce que c'est, en fait, des impôts?» Tu vois? Genre, ils comprennent pas, donc ils les déclarent pas et après, peut-être qu'ils seront rattrapés et en fait, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'ils se disent: «Bon, bah, c'est bon, je retournerai jamais en Australie». Puis 10 ans plus tard, ils ont 28 ans, ils sont là en mode: «Tain, mais je retournerai bien quand même en Australie, mais c'est vrai que j'ai jamais payé mes impôts, j'ai une pas une plus-value, mais comment on appelle ça? Enfin, tu sais, j'ai eu des courriers de relance, je dois payer plus cher et cetera. Bon, bah, du coup, comment faire pour esquiver?» Enfin, franchement, c'est vrai que si c'est l'occasion à travers ce podcast, d'expliquer que, bah, oui, en Australie, quand tu travailles, c'est pas que travailler en mine et gagner 4 000 $ à la semaine, c'est aussi, de devoir Merci. déclarer des impôts et de devoir en Ouais. payer donc voilà, s'il vous plaît, faites attention, chers Français, quand vous en Australie, c'est pas tout beau, tout beau. OK, pour en revenir un peu à Oversix, tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu avais fait des études dans le marketing et que, bah, à un moment donné, tu t'es dit: «Mais qu'est-ce c'est plus fait pour moi». Au final, aujourd'hui, bah, quand même, tu fais du marketing pour ta société donc est-ce que est-ce que là, c'est fait pour toi ou est-ce que c'est toujours un sujet que voilà, que ça te fait chier le marketing? Enfin, est-ce que maintenant, vu que tu es à ton compte, c'est peut-être un peu plus, relax et plus agréable de faire du Oui, marketing? oui, bah, on le prend toujours plus à cœur quand on fait du marketing pour sa propre boîte parce que c'est son branding, c'est son histoire, donc c'est toujours, hyper intéressant, toujours mieux que de le faire pour, quelqu'un d'autre. Mais c'est juste une question de qu'est-ce qui m'anime dans mes journées et moi, contre toute attente, ce qui m'anime vraiment, c'est l'opérationnel et c'est, répondre aux mails, faire des propositions, voilà, gérer tous ces processus-là, passer du temps au téléphone avec des clients, des prospects, c'est vraiment ça qui m'anime au quotidien. Le marketing, ça me plaît aussi, mais je trouve que ça reste, contrairement à ce que certains peuvent penser, ça reste quand même une vraie compétence, d'avoir de l'inspiration, de créer du contenu. C'est un vrai taf. C'est vraiment un vrai taf. D'ailleurs, même toi, je me dis souvent: «Mais waouh, à toi toute seule, tout ce que tu maîtrises, tout ce que tu fais, c'est énorme, quoi». Parce que voilà, gérer le marketing d'un business, c'est un vrai boulot et du coup, c'est vrai qu'il faut toujours avoir, de l'inspiration, des idées. Une vidéo, c'est pas que juste se filmer, il va falloir, la monter, mettre des sous-titres, trouver une légende. Donc voilà, même si on a plein d'outils qui peuvent nous aider, c'est quand même, ça prend quand même du temps dans la journée, que ce soit même faire un simple visuel, de revérifier, relire, voilà, d'avoir, les bons logos, les bonnes couleurs, c'est quand même, ouais, c'est quand même un taf, donc ça me plaît quand même, mais c'est vrai que pourquoi pas à terme, déléguer, cette partie-là quand je pourrais me le permettre. Mmh. Ouais. Mais moi aussi, hein, franchement, c'est très étonnant, mais comme toi, ce que je préfère finalement, c'est pas le marketing, c'est l'opérationnel. J'adore me lever Ouais, et de voir que j'ai genre, je me régale, je suis là: ouais, «Putain». Je suis trop contente, j'adore faire ça, j'adore, personnaliser chaque, proposition que je fais à mes étudiants. Là, en l'occurrence, j'ai fait rentrer une nouvelle école et cette nouvelle école, elle a un emploi du temps qui est différent de toutes les autres écoles, elle a des programmes qui sont différents et du coup, je regarde, je me dis: «Ah putain, mais c'est trop bien». Elle, ça tombe bien, je me rappelle qu'elle m'avait dit qu'elle voulait pas avoir cours du lundi au vendredi et du coup, je lui renvoie un petit mail et je fais des ouais. messages vocaux et j'adore, je me régale. Franchement, je suis trop En contente fait, je trouve que de c'est vraiment solutionner des problèmes et en fonction de chaque personne individuellement, au-delà, forcément, bah, voilà, d'un service qu'on vend, le côté business. C'est aussi, moi, je pense que tu seras d'accord avec moi et que tu ressens la même chose, mais c'est vraiment de voir que tu es d'une aide vraiment précieuse pour les personnes que tu accompagnes et c'est d'une ouais, satisfaction, vraiment qui n'a pas de prix et le côté opérationnel, c'est quelque chose, je trouve, qui est hyper tangible parce que ça veut dire que c'est enfin, c'est des vraies personnes qui comptent sur toi. C'est là que tu vois que ton business, il a un sens. Donc c'est vrai que, le marketing, ça reste quand même, primordial, hein, dans une société, mais ce côté-là, c'est de loin, ouais, ce qui me plaît le plus, quoi, l'accompagnement. Je pense que pour toi, c'est pareil d'ailleurs? ouais, c'est clairement ça et faire des podcasts aussi, mine de rien, Ouais, interviewer les connaître leur histoire,
j'adore ça. Je me dis: «Mais je j'apprends tellement» et puis, bah, moi qui suis, de dans mon petit bureau, qui travaille seule, bah, c'est aussi une manière pour moi de sociabiliser parce que sinon après je deviens un vilain petit canard. Donc c'est cool aussi. D'ailleurs, on n'a pas parlé de tes clients. Qui sont-ils aujourd'hui chez Over6? Alors, donc du coup, on en a pas mal. C'est vrai que je dirais quand même que 80 de notre clientèle, ça reste des Français. On a aussi des personnes qui sont du coup des UK, qui viennent, voilà, donc du Royaume-Uni, d'Irlande. Donc on est hyper content aussi de voir que des non francophones nous font aussi confiance. La plupart du coup, c'est des tradies, donc on va avoir tout type de métier, électricien, plombier, technicien clim. J'ai récemment eu pas mal de fitters, mechanical fitters, donc les mécaniciens qui bossent sur les machines et les engins, bah, la plupart du temps, dans les mines, des soudeurs, des charpentiers. Charpentier, on a eu un client qui s'appelle Gabin, donc qui a fait un RPL de char pour avoir, sa qualification en tant que carpenter en Australie et vraiment ça s'est fait en 2 semaines, ça a été hyper rapide et c'est je dirais, de tous mes clients, c'est celui où ça a été le plus simple. Donc c'est toujours hyper satisfaisant. On a pas mal de clients électriciens qui ont passé leur skill assessment, donc on a pu avoir les premiers résultats, les skill assessment positifs, dont un du coup qui vit en Angleterre, qui arrive, au mois d'avril, en Australie à Perth, donc qui va pouvoir, officiellement trouver du travail, en tant qu'électricien qualifié et continuer la suite du process ici en Australie. Donc c'est vraiment, que des belles histoires à l'heure où je te parle. Demain, j'ai un autre client qui s'appelle Pierre, qui est français, qui passe son style assessment d'électricien. J'ai prévu de l'appeler pour m'assurer que tout se soit bien passé. Donc c'est vrai que ouais, on commence à avoir des résultats et ça fait vachement plaisir. Trop bien et tu as pas de femmes dans tes clients? Alors non, pas encore, pas encore. Je pensais notamment, qu'on allait être contacté par des femmes, pour les métiers en hospitality, donc dans l'industrie culinaire parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est le domaine de la construction et des mines, c'est quand même un domaine qui est majoritairement dominé par les hommes. Je dirais, il y a quand même 80 d'hommes pour 20 de femmes, même si on essaye, enfin en tout cas la société ici en Australie essaye d'évoluer, là-dessus, sur ces questions-là. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, bah, j'ai eu, hein, des prospects, des demandes, mais là, dans mes clients actuels, c'est vrai que là, pour le moment, c'est 100 des hommes. Et la tranche d'âge? La tranche d'âge, alors, je dirais que, ça commence vers la vingtaine, ce qui me paraît assez logique parce que si la personne doit avoir, 3 à 4 ans d'expérience, en général, c'est les critères d'éligibilité pour faire une reconnaissance de compétences. Faut forcément qu'elle ait au plus de 16 ou 18 ans. Après, je sais qu'il y en a qui font des bacs pro et cetera, qui commencent à bosser hyper tôt. Mais du coup, ouais, ça commence plutôt vers la vingtaine, et puis je pense que le client le plus âgé que je dois avoir, il doit avoir 36 ans, quelque chose comme ça. Et est-ce que chaque parcours est différent? Par exemple, tu Oui. vois là, on a un client en commun, Joris, et donc là, si on peut on est-ce qu'on peut expliquer son cas? Bien sûr, oui, oui, avec plaisir. Laisse expliquer là où on a un petit, struggle parce que toi, tu voudrais qu'il prenne des cours d'anglais sur son PVT et pourquoi? Enfin, est-ce que tu peux expliquer s'il te plaît? Le cas de Joris, c'est quelqu'un qui m'a contacté il y a plusieurs mois, donc pour faire reconnaître ses compétences d'électricien, donc du coup passer par la demande du skill assessment. Et en fait, le cas de Joris, le problème de Joris, c'est qu'il est en première année de PVT, mais vu que l'an prochain, il aura, passé les 35 ans, il ne peut pas demander une deuxième ou une troisième année, ce qui fait que sa seule option restante, c'est de demander, un autre visa. Donc à la base, il était parti sur l'idée d'un skill visa grâce à ses compétences, donc on a commencé tout doucement à travailler sur le process ensemble. Forcément, il sait que ça inclut quand même d'avoir un certain niveau d'anglais. Je dirais pas tellement le skill assessment parce que skill assessment, le jour de l'examen, tu es quand même évalué sur les compétences techniques du métier. Mais, en l'occurrence, pour skill visa, tu es bien placé pour le savoir, il faut avoir, un maximum de points au test d'anglais, pour demander le visa et lui, il était vraiment, soucieux de ça parce qu'il est tout juste débutant en anglais et il considère ne pas avoir, le niveau suffisant et en fait, son visa expire en octobre 2026, ce qui nous laisse quand même, très peu de temps pour s'occuper de tout ça, du skill assessment et d'ensuite d'enchaîner sur test d'anglais, demande de visa et cetera. Et donc il était trop inquiet par rapport à ça et c'est pour ça que c'est lui, qui m'a dit: «Pourquoi pas, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'abandonne tout? Est-ce que je rentre en France?»
Est-ce que du coup je fais un student et on laisse tomber tout ce qu'on est en train de faire?» Je lui dis: «Bah non, parce que tu as quand même des qualifications, le but c'est pas de recommencer de zéro». Donc du coup, c'est là qu'on s'est penché sur l'idée de faire un student visa, bah, déjà pour gagner du temps en termes de visa, mais surtout un student visa qui lui permette de progresser en anglais, et voilà, de se sentir vraiment, bah, confiant au moment où il devra passer le test d'anglais. Et toi, bah, tu lui as fait une proposition, qui est au top, donc c'est dans ce genre de moment qu'on est trop content d'avoir des partenaires. C'est gentil. En effet, c'est un beau projet, mais il faut être honnête avec les gens, ça coûte beaucoup d'argent, surtout dans le cas de Joris, de devoir à la fois, faire le dossier du skill assessment et à la fois commencer les démarches du visa étudiant. Parce que là, en l'occurrence, il a combien d'euros enfin de dollars australiens à peu près à sortir ces prochains mois? C'est quoi là la prochaine étape pour Joris? Si on parle uniquement du skill assessment, enfin de tout le process qu'on fait ensemble dans sa reconnaissance de compétences, ça représente quand même pratiquement 6 000 $, plus du coup la proposition que toi tu lui as fait où, bah, du coup il y a le prix du visa étudiant, plus du coup, bah, le prix que tu verses à l'école pour être scolarisé là-bas. Donc on est quand même sur, bah, sur une somme à 5 chiffres si je me trompe pas. Donc ouais, il faut avoir, les fonds, ça c'est certain. Ouais, 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 c'est pas donné parce que là, en l'occurrence, pour vous expliquer rapidement le processus d'un visa étudiant, c'est, d'abord vous inscrire dans une école pour qu'on puisse obtenir le fameux COE, Confirmation of Enrollment, et pour pouvoir obtenir ce COE, il faut avoir payé une partie de l'école. Donc toutes les écoles ne demandent pas la même somme, certaines demandent de payer juste le premier trimestre, d'autres, par exemple, si tu choisis d'étudier à l'université ou alors, chez TAFE qui est quand même un organisme public reconnu, c'est le premier semestre, donc les 6 premiers mois, donc ça fait déjà une très grosse somme. Si tu fais des cours d'anglais, que tu prends des cours d'anglais sur une très longue durée, l'école, peut t'accorder un échéancier si tu prends, je crois, plus que 24 semaines, donc tu peux demander à payer en plusieurs fois. Ça te coûte, je crois, bon, 150 $ de demander, la mise en place d'un échéancier. Ça les arrange pas l'école, hein, bien évidemment, ils préfèrent être payés tout d'un coup et ça leur fait une plus grosse trésorerie. Mais ils comprennent que, bah, les étudiants, ils ont pas tous non plus des milliers et des cents de côté. Donc tu peux demander un échéancier, mais en fonction du nombre de semaines que tu prends. Mais ça reste quand même le premier trimestre au moins à devoir payer, donc ça fait quand même une belle somme. Ensuite, il faut réserver l'assurance santé étudiante qui est obligatoire. Pareil, donc tout ça avant de pouvoir demander le visa. Bon, l'assurance, on est sur, 700 $ à peu près pour une année d'études et c'est au prorata. Donc si tu prends par exemple que 6 mois, bah, du coup divisé par 2 quoi, c'est quand même de l'argent. Et après, tu as le prix du visa qui est, à 2 000 $ et d'ailleurs au 1er juillet, le prix va augmenter. Donc moi, Augmenter. ce que j'avais suggéré à Joris, c'était de faire tout ça avant le 1er juillet et bah, je comprends qu'il est pas très chaud quoi, parce que, bah, le premier trimestre, l'assurance santé plus les 2 000 $ de visa, plus du coup les démarches de skill assessment, ça fait beaucoup d'argent à sortir Ça avant fait le beaucoup. 1er juillet. Il est dans une phase un peu perdue parce que, bah, il vient d'arriver, il est en premier PVT en Australie, donc il a aussi envie de découvrir le pays. Il sait pas trop dans quelle ville il va vouloir se poser. Du coup, moi, bah, j'ai besoin qu'il se décide sur un choix de ville pour pouvoir, lui envoyer le dossier d'inscription de l'école et pour qu'il puisse payer l'école. Donc c'est vrai que parfois, tu as des profils qui sont un Ouais, peu plus compliqués que d'autres, ouais. et que, bah, il faut, s'accrocher si, notre objectif, c'est vraiment d'obtenir, un visa long en Australie, quoi. C'est ça, c'est clair. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas particuliers comme ça où ça demande quand même d'aller chercher, vraiment les meilleures solutions et je sais pas si toi sur les student visa avec les écoles, il existe des aides comme ça, de l'État. Mais par exemple, je sais que dans le Western Australia, pour les tradies, donc pour les métiers avec des licences comme électricien, plombier et technicien clim, le Western Australia, ils sont tellement en pénurie de métiers comme ça qu'ils proposent de rembourser les frais à hauteur de 10 000 $ pour ceux qui ont l'intention d'exercer, dans le Western Australia. Donc ça, c'est quelque chose que j'explique, à chaque fois que quelqu'un m'en fait la demande pour les personnes qui sont potentiellement éligibles parce que, c'est quelque chose dont on n'avait pas entendu parler, au départ et quelque chose que Valentin a dû demander lui-même pour tout ce que ça lui a coûté et c'est vrai que c'est des petites infos comme ça où il faut bien fouiller pour savoir que ça existe. C'est vrai qu'en France, il existe pas mal d'aides et on est conscient de ça. Voilà, on sait, il y a des aides pour les étudiants et cetera. En Australie, c'est quand même beaucoup moins commun. L'école, tout ça, enfin, tout coûte, quand même, plus ou moins, cher. Enfin, tout n'est pas gratuit comme en France dans certains services publics. Donc du coup, c'est toujours bien quand même de vérifier, voilà, s'il n'existe pas des moyens de pouvoir un peu,
alléger, la somme quoi, au total. C'est vrai que le Western Australia, j'étais venue à Perth en 2023 pour participer à un séminaire sur, ouais, l'immigration australienne et l'éducation internationale et du coup, ça avait lieu à Perth, et le ministre, je crois, de l'éducation, ouais, était là et avait expliqué qu'en effet, ils étaient en pénurie, que pour pouvoir attirer des étudiants internationaux, ils étaient prêts à mettre en place des bourses, par rapport, aux parents, enfin, en tout cas, aux familles, tu vois? Genre un couple qui vient étudier en Australie, enfin à Perth avec un enfant, leurs enfants peuvent être, heu, logés, enfin accueillis dans une crèche à moindre coût. Enfin, il y a plein de petits trucs qu'ils mettent en Oui, place dans le Western Australia pour pouvoir, attirer les étudiants internationaux et les, skilled migrants. ouais. Donc ouais, moi aussi j'encourage de ouf aussi, à se tourner vers le Western Australia. Mais ça, c'est parce Ah que oui. nous on sait, tu vois, on a fait le process, on comprend le truc. Mais va dire ça à quelqu'un qui vient d'arriver en Australie depuis 3 mois, Oui, connaît pas l'Australie, connaît pas la culture et là tu vas lui parler d'aller, migrer à Perth qui est à l'autre bout où, soi-disant il y a rien qui se passe alors que moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper cosmopolite et j'ai vraiment aimé. Mais je comprends que c'est pas facile à rentrer dans la tête des gens, tu vois? Toi, tu me dis ça, je me dirais: «Putain, mais si j'étais électricienne, je partirais direct dans le Western Australia». Mais je comprends que certaines personnes, bah, se disent: «Non, moi je veux plutôt aller à Brisbane ou je veux être à Sydney ou je veux rester sur Melbourne». Je comprends parce que, bah, ils ont pas le recul que nous on a pour l'instant, quoi. oui, exactement et puis ça dépend aussi des objectifs de chacun quand ils arrivent en Australie. Il y en a, en fait, qui déterminent leurs objectifs une fois qu'ils sont ici et qui savent, ce qu'ils veulent faire. Parce qu'il y en a, des fois, c'est juste l'expérience, limite, dans le cadre d'une année sabbatique. Il y en a où c'est clairement pour l'argent et ils le disent explicitement. Il y en a, c'est pour progresser en anglais. Donc en fait, selon les objectifs et évidemment le voyage, on a oublié, quand même le plus important. Mais donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à dire que la côte est, niveau voyage, voilà, c'est plus le côté van. Beaucoup il y a pas mal de villes, tout au long de la côte est pour le voyage, c'est vraiment sympa, le Western Australia aussi. Mais pour, niveau boulot, le Western Australia, c'est un état où il y a quand même tout à faire parce qu'il y a une seule grande ville qui est Perth et sinon tout le reste, ça reste encore des endroits qui sont exploitables. Donc Ouais. heu, donc ouais, stratégiquement, c'est hyper bien, cette région-là. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut revenir sur le métier d'électricien? Tu disais qu'au début, il était trade assistant elec, C'est ça, maintenant ouais. il est électricien. Quelle est la différence en termes de salaire? Tu as une idée? Alors oui, il y a quand même une sacrée différence. En tout cas, moi, je vais parler des chiffres que je connais dans le Western Australia et aussi dans le Queensland parce qu'on a habité dans le Queensland la première année. Trade assistant, c'est un job qui peut tourner, je dirais, entre 40 et 50 $ par heure, ce qui est déjà super bien et Purée. électricien, je sais que les électriciens qualifiés, dans le Western Australia notamment, ça peut aller jusqu'à 80 $ de l'heure et après, si tu rajoutes les allowances, les penalties, les night shifts, toutes ces choses-là, ça peut monter, même plus que ça, quoi. Donc après, Ah ça ouais, dépend quand même. aussi ouais, ça dépend aussi, j'allais dire, les jobs en ville, dans les grandes villes comme Perth, ça peut avoir tendance à être moins payé, parce que forcément il y a moins de enfin, il y a moins de demandes, plus de concurrence et aussi parce que souvent des jobs en mine, ça va être limité à, 40 heures par semaine. Donc c'est des salaires qui sont moins gros que quand tu fais des rosters FIFO, par exemple et que là, tu encaisses, de l'argent, très, très vite parce que tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail et vu que c'est des zones où ils ont vraiment besoin, ils sont prêts à te payer, des sommes exorbitantes, qui dépassent des fois les 90 $ de l'heure, quoi. Ouais, quand même. Ouais, il y a une Ouais. sacrée bah, déjà de base, c'est déjà très bien payé, hein, Oui, je oui, sais pas oui, c'est combien clair. en France? Combien gagne un électricien en France? Oui. Je crois, je suis pas sûre de ce que je dis, parce que ça dépend aussi si tu es salarié à ton compte, mais c'est en dessous de 2 000 € par mois, hein, il me semble, hein, quand même, hein. Ouais, j'allais dire salarié, hein, parce que Ouais, là, en l'occurrence, on parle d'un gars qui est salarié, hein, quelqu'un qui touche 80 mouais, OK, waouh! Ouais, ça fait une sacrée diff. Après, moi, je suis pas non plus trop pour, se tuer au travail pour de mmh, l'argent. Genre, je trouve que c'est très bien de faire beaucoup d'argent, mais ça me fait tellement de la peine, en fait, tous ces gens qui arrivent en Australie et qui veulent tout de suite partir en mine ou tout de suite oui, faire, du fight.
et en fait, ils découvrent pas l'Australie que j'ai découvert, ils découvrent pas la Je suis d'accord. culture de enfin, je sais pas, ils rencontrent pas des je parle d'étudiants, hein, parce que c'est mon métier, mais ils rencontrent pas des backpackers du monde entier. Leur culture, en fait, OK, certes, ils auront leur compte, il est blindé, mais ils auront pas vécu l'expérience de, la vraie expérience de vivre à l'étranger, quoi. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi et ça malheureusement, c'est un peu, ben, la vague, de contenu qu'on a vu sur TikTok, et sur les réseaux sociaux par rapport aux mines et par rapport à l'argent que ça apporte. Moi, pareil, c'est Mmh. quelque chose où je mets en garde les gens, où je prône l'inverse de toutes les bêtises qu'on peut entendre, par moment, où, il faut pas penser que c'est si simple que ça. Bah et puis moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que ces gens-là qui montrent, les sommes, astronomiques qu'ils encaissent sur leur compte en banque, ils montrent pas la réalité de ce que ça Mmh. représente. Ça représente un isolement social qu'il faut savoir supporter parce que tu es toujours du coup dans des zones très reculées où il y a très peu de choses à faire. C'est dans des environnements qui sont durs à supporter, où il fait très, très chaud, à des fois ça monte à plus de 45 degrés. Donc il y a ça, il y a le fait que tu travailles, des fois plus de 80 heures par semaine. Donc après oui, en échange, tu as une semaine off, mais donc du coup, tu es tellement fatigué que les premiers jours, tu les passes à dormir, que du coup, c'est quand même Mmh. un épuisement physique et mental. Donc voilà, il faut quand même aussi montrer la réalité des choses. Moi, je comprends l'envie de ces gens-là, en tout cas des gens qualifiés et qui peuvent avoir des très bonnes opportunités ici, de vouloir rentrer dans les mines. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas que les mines, c'est possible aussi de trouver un super bon boulot en ville et à la fois de pouvoir combiner, le fait de travailler et de gagner de l'argent et à la fois de pouvoir vivre la city life, de vivre en ville et d'avoir une vie, de sortir, de se faire des amis. Oui, Il y a pas que les mines. ah oui, oui, non, mais carrément, mais merci de le préciser parce que moi, c'est ce que je prône aussi. Je suis plus dans je me rappelle d'un copain, quand je prenais des cours d'anglais qui était électricien et en fait, il était électricien sur des, il avait trouvé un bon plan. En fait, il faisait que dans des villas et donc tous les jours, il était dans des villas différentes avec des vues magnifiques sur on était sur Sydney, des vues magnifiques sur la Coastal Walk. Enfin, c'était à chaque fois, il m'envoyait des photos, je me dis: «Putain, mais c'est génial, quoi». Et après, ben voilà, il allait à l'école, ensuite on se voyait, on allait boire des verres avec des potes, on allait faire des barbecues, on allait surfer, on allait à la plage, enfin, il gagnait de l'argent, il gagnait beaucoup plus d'argent que moi, ça c'est sûr, qui était, au pair, mais il gagnait déjà très bien sa vie, mais en même temps, il avait un bon, équilibre, ou un bon équilibre, Oui, work-life balance. voilà, work life balance et je trouve que c'est ça l'Australie, tu vois? Tu Oui, c'est on ça, le sait. exactement, c'est la mentalité. Ben ouais, c'est la slow life, c'est la le bien-être, tu vois? C'est tout ça, c'est pas aller se tuer sous 45 degrés où tu vas, impacter ton corps au final, tu vas faire du mal à ton corps. Alors oui, tu auras beaucoup d'argent, mais après du coup, tu vas faire quoi de cet argent? Tu vas continuer parce que l'argent appelle l'argent, hein, clairement, Oui, 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 au plus oui, tu clairement. en gagnes, au plus tu as des critères, au plus tu as des standings, tu vas te faire construire une villa. Du coup, bah, il va falloir l'entretenir, donc ça va te demander plus d'argent que quelqu'un qui a un petit appartement tout simple. Enfin, tu vois, je trouve que l'argent, c'est un vice quand même, hein. Enfin, de toute façon, Ouais. c'est même pas je trouve, c'est un vice Oui, bah, oui, c'est le nerf de la guerre, quoi. et voilà et donc du coup, c'est un peu dommage, mais bon. J'ai une, dernière question à te poser, c'était à quel moment quelqu'un qui souhaite rester en Australie doit arrêter de compter sur son PVT, sur les jours de ferme et cetera et se dire: «OK, c'est peut-être le moment de commencer à construire une vraie stratégie»? Ou est-ce que Mmh. tu conseilles aux gens d'aller vraiment, s'ils ont la possibilité, d'aller au bout de leurs 3 PVT ou pas? Alors, moi, je conseille d'anticiper quand même un petit peu. Je trouve toujours que le juste milieu, c'est la deuxième année de PVT. Parce que du coup, la première année, pour ceux qui savent pas s'ils comptent rester à long terme, ça permet de découvrir et puis voilà, de faire ses premières expériences, de voir les opportunités, qui peuvent s'offrir à nous ici. Donc, c'est une année qui est vraiment décisive, parce que moi, je connais quand même peu de personnes qui, au bout de 2 semaines, quand ils arrivent en Australie, ils décident de demander un visa permanent. Ça prend quand même du temps. Il y a des plupart des gens d'ailleurs qui viennent ici, c'est dans l'idée de rester comme ça vite fait, pendant 6 mois, 1 an et qui après finissent par s'y plaire et envisagent un futur. Donc moi je conseille quand même, quand l'idée elle commence à venir en tête, de s'en occuper, au cours de la deuxième année. C'est pas impossible de s'en occuper, pendant la troisième année, pas à la fin de la troisième année parce que c'est c'est trop tard. En fait, on sait jamais comment ça peut se passer au niveau des visas, le temps que ça peut prendre. Et si entre temps, Ouais. du coup, tu es obligé de quitter le territoire, c'est une vraie galère. Donc du coup, ouais, de s'en occuper sur la deuxième année ou début de troisième année, le temps, en fait, vraiment d'anticiper et d'être sûr d'avoir, bah, voilà, d'avoir assez de temps devant soi pour pouvoir rester sur le territoire. C'est vraiment,
primordial d'anticiper un minimum. Je sais que il faut pas mettre la pression aux gens sur le fait de prendre une décision parce que c'est un enjeu, c'est une décision de vie, quoi, c'est hyper important. Ça demande, ça demande beaucoup de démarches, il faut s'accrocher pour rester ici. Mais il faut quand même anticiper parce qu'après si c'est trop tard, bah, il y en a plein qui regrettent et puis c'est d'ailleurs le même sujet que les jours de ferme. Ceux qui veulent pas faire leur jour de ferme et puis qui regrettent de pas avoir fait les fermes, quand ils veulent, revenir pour une deuxième ou une troisième année donc moi je conseille quand même de toujours, prévoir. Est-ce que l'anglais, c'est important dans tout ce processus? Est-ce qu'ils peuvent obtenir un skills assessment ou faire un RPL sans avoir un bon niveau d'anglais? Alors, sans parler anglais du tout, moi, ça me paraît compliqué. De manière générale, en Australie, ne pas alors évidemment, tu apprends à parler anglais quand tu arrives en Australie, mais ne n'avoir aucune base en anglais quand tu arrives en Australie, c'est quand même pas facile, hein, même pour bosser, pour les démarches administratives. Donc mais je dirais qu'il faut quand même avoir des bases et vu que de toute manière, la plupart des personnes qui nous démarchent pour ces reconnaissances de compétences, elles ont déjà un job souvent dans le domaine en question, donc trade assistant en attendant d'avoir, sa qualification. Ils sont déjà familiarisés avec, le côté technique du métier, déjà par leur expérience en France et par ce qu'ils apprennent en Australie, parce qu'il y a des choses qui peuvent différer et aussi, beh, du coup, ils sont familiarisés avec l'anglais, donc c'est quand même important. Voilà, moi, c'est vrai que j'en ai plein qui me disent: «Oui, alors attention, je suis pas bilingue» et moi, je dis: «Mais il y a pas du tout besoin, d'être bilingue, absolument pas». Voilà, en plus, ça prend énormément de temps d'être bilingue et de parler couramment anglais, mais juste d'arriver à comprendre et à se faire comprendre, ça reste quand même très important. Nous, on fournit quand même, des guides de révision et tous les documents au préalable, en anglais, du coup, avec les termes techniques pour que la personne, elle puisse réviser son skill assessment avant de le passer. C'est quelque chose qui est compris dans nos services, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir des bases ou sinon, bah, pourquoi pas prendre, au moins quelques semaines de cours d'anglais, ça peut toujours être bien. Mais ils ont pas un examen d'anglais au Non. Non, 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 il y a pas d'examen d'anglais, ça c'est vraiment sur le côté, technique donc pour certains métiers, ça va uniquement être, un examen théorique, donc un examen à l'écrit avec des questions. Pour d'autres métiers, bah, toujours les mêmes, hein, les métiers avec les licences, il va y avoir une partie pratique où là, ça va être, bah, de réparer quelque chose, réparer une fuite, réparer, une faute, électrique, enfin une panne électrique quand c'est électricien. Donc du coup, c'est vraiment le côté, technique qui compte. L'anglais, c'est pour le visa au niveau du test d'anglais, donc le PTE, l'ULTS. Là, il faut savoir maîtriser et au-delà de maîtriser et de se sentir à l'aise en anglais, il faut s'entraîner. Parce que c'est pas la même chose de parler, dans la vie de tous les jours en anglais et de passer l'examen où c'est quand même, enfin pas évident quand même. c'est différent. OK. Est-ce qu'on a, évoqué tout ce que tu souhaitais qu'on évoque, à propos d'Oversix, à propos du métier, peu importe? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est hyper bien de discuter de tout ça pour les gens que ça peut intéresser, pour les gens qui se posent toutes ces questions-là et au-delà du que nous, ce qu'on fait chez Over6, voilà, le côté administratif, tous les conseils à garder en tête, par rapport à l'Australie et même, bah, voilà, le côté business parce que, ben, nos métiers se ressemblent, beaucoup, on est des agents, on est là pour s'occuper des parcours des gens, de leur carrière. Donc je suis vraiment ravie et j'invite en tout cas toutes les personnes, qui se posent des questions à se renseigner correctement, à ne pas écouter tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, à ne pas croire que tout est facile, voilà, ça demande quand même, une certaine motivation, les démarches ici qu'on fait en Australie, et il faut s'accrocher, mais on est là pour ça. Il y a des gens qui sont là justement pour vous accompagner, donc il faut pas craindre, le fait de voilà, de des fois de faire appel à des agents, des gens qui sont spécialisés là-dedans, pour vous aider dans vos parcours. Et comment on peut vous retrouver? Comment on fait pour rentrer en contact avec vous? Alors donc du coup, on est, sur toutes les enfin sur tous les réseaux sociaux donc over6-Oz sur Instagram et TikTok et on a un site web du coup over6.com.au où donc du coup on peut retrouver toutes les informations, tous les services qu'on propose avec un petit formulaire d'éligibilité. Donc il y a un formulaire prise de contact, mais pour les gens qui veulent savoir au préalable s'ils sont éligibles à la reconnaissance de compétences, il y a un formulaire qu'ils peuvent directement remplir, sur notre site où du coup, bah, ça leur met d'entrée s'ils sont éligibles ou pas et moi, dans tous les cas, après, je reçois la demande donc je prends directement contact avec les personnes. On est aussi joignable par mail et par WhatsApp
Donc voilà, il y a différents moyens de nous joindre assez facilement. Il y a de quoi faire. Ouais, C'était hyper clair, j'adore quand c'est très clair, que je dois pas redemander 50 000 merci fois de beaucoup. réexpliquer. Donc merci beaucoup pour toutes tes explications, pour ta transparence, pour ton honnêteté et surtout pour le travail que tu fournis parce que c'est vrai que je te vois sur les réseaux et sur Facebook et je vois que tu es toujours là pour, aider les gens qui ont des questions, qui se posent, qui ont des soucis et cetera. Donc merci pour tout ce que tu fais pour les Français, pour la communauté Merci et beaucoup. j'espère que, on aura une longue vie à notre partenariat qui vient de démarrer. Oui, avec grand plaisir. Merci à toi Manon, merci beaucoup. À bientôt Valentine, au revoir. À bientôt, salut Manon.